On arrive à l'un des points les plus intéressants de ce livre, qui fait aussi assez polémique, parce que c'est non seulement ce livre une enquête sur Camus, mais évidemment, si on se livre à une enquête sur Camus, il faut regarder les gens qui gravitaient autour de Camus, et immédiatement en face de lui, on le voit comme étant le rocher qu'il pousse, Sartre. Jean-Paul Sartre, le pape de l'existentialisme. Pour quelles raisons ces deux hommes qui furent proches, Camus a mis en scène, on le sait, les pièces de théâtre de Sartre, Camus voit une certaine admiration à Sartre, pour quelles raisons Sartre et les Sartriens vont-ils de manière aussi systématique s'opposer à Camus, allant jusqu'à tout faire pour minimiser et banaliser sa pensée et sa philosophie? Ce sont deux mondes qui s'opposent, vraiment. Il y a d'un côté un héritier, Jean-Paul Sartre, fils de famille bourgeoise, issu de la famille Schweitzer. On joue du piano dans la maison, il y a des livres, le grand-père écrit des livres, on amène des épreuves, on corrige des épreuves sous le nez du petit garçon. Et puis, il est né pour ça, il le dit. En fait, moi, je serai Stendhal, je serai un grand philosophe. Il écrit des lettres à des gens qui sont célèbres à l'époque. Il a 6 ou 7 ans, et puis il dit votre futur ami. Oui, c'est quand même génial, ça. Pas gêné, quoi. De l'autre côté... Donc la culture comme héritage. Comme héritage. Chez Sartre. Et ça va donner un normalien, un agrégé, un professeur, un homme d'idées, un homme qui jonglera superbement, Sartre, avec les concepts, mais qui n'aura rien à faire du monde, des gens, de la souffrance concrète des individus. Et de l'autre côté, on a un Camus qui est fils d'ouvrier agricole, le père meurt à la guerre, donc orphelin très tôt, la mère femme de ménage, la tuberculose, il vit en province, plus qu'en province, puisque c'est à Alger, pas d'études possibles, pas d'école normale, pas de possibilité de faire son service militaire, pas de possibilité de passer l'agrégation parce qu'il est tuberculeux, et qui va faire des petits boulots pour trouver un travail. Refusé à l'armée quand il veut s'enrôler. Il veut s'engager. En 39, il veut s'engager en disant je veux m'engager pour la France, et on lui dit non une fois, il recommence. Et donc, c'est très exactement l'antipode de Sartre. Il y en a un qui ne s'occupe que d'idées et l'autre qui ne s'occupe que de réalité. Alors, on dit évidemment, l'un est philosophe, l'autre ne l'est pas, mais ça, c'est une idée de Sartre. Ils sont tous les deux philosophes, ils ont simplement deux façons d'être philosophes. L'un est un professeur, issu de l'école normale supérieure, dont Nizan disait qu'elle était l'école dite normale et prétendue supérieure. Ça vous plaît beaucoup, hein. Je ne sais pas pourquoi. Dès qu'il peut y avoir moyen d'égratigner, de balancer une petite claque à l'institution, ça vous plaît? Mais oui, parce que tout le monde est d'accord aujourd'hui à peu près pour savoir que l'ENA fait des catastrophes en politique. Tous les énarques sont des catastrophes. On ne dit pas que les normaliens sont aussi souvent des catastrophes. Ce sont des gens qui sont fabriqués pour jongler avec des concepts, mais qui sont totalement insoucieux des effets produits par les concepts. Et Camus dit, mais attendez, les concepts, ça permet des camps, ça permet des policiers, ça permet des régimes dictatoriaux, ça permet des tyrannies, des dictatures, et on ne peut pas... Et donc, Sartre considère que ce malotru, ce fils de pauvre... il n'a pas sa place à Paris, il n'a pas sa place à Saint-Germain-des-Prés, qu'il fatigue tout le monde, quoi. Donc il va y avoir une grosse machine. Sartre, c'est les temps modernes, les Sartriens, Simone de Beauvoir, qui écrit la légende en permanence. La vie de Sartre n'a pas été extraordinaire. Au Stalag, il se fait pistonner assez probablement par Drieux-La Rochelle pour s'évader, pour être libéré. Pour s'évader, c'est-à-dire qu'il a toujours prétendu que c'était évadé. Beauvoir l'a écrit, Simone mais en Beauvoir réalité, écrit l'évasion, etc. Il a été résistant. Sartre a écrit dans Comédia, une revue collaborationniste. En 40, il continue et il fait ça jusqu'en 44. Quelques semaines avant le débarquement, il écrit dans une revue collaborationniste. Il faut dire qu'au même moment, Albert Camus, lui, est à Combat. Voilà. Alors pas le mouvement de résistance, mais le journal Combat. Il est d'abord secrétaire de rédaction avant de devenir le patron du journal. Voilà. Simone de Beauvoir travaille à Radio Vichy. Etc., etc. Donc tous ces gens qui sont passés à côté de la résistance, à la libération, les communistes sont passés aussi à côté de la résistance. Il ne faut pas oublier quand même que pendant le pacte germano-soviétique, les communistes demandent aux autorités d'occupation en France l'autorisation de faire reparaître l'humanité. Que Guy Môquet, quand il se fait arrêter parce qu'il distribue des tracts communistes mais qui invitent à la paix avec l'occupant allemand, et pas du tout à la résistance. On résiste au Parti communiste après la fin du pacte germano-soviétique. Donc tous ces gens qui ont pas mal de choses à se reprocher à la libération deviennent des épurateurs. Et Sartre fait partie des gens qui épurent. Et Camus, qui lui a été impeccable, se retrouve devant une espèce de grosse machine qui va détruire le personnage qui dira, Camus et Rousset avant lui et en même temps que lui, il y a eu des camps. On s'est battu contre les camps nazis. Il y a aujourd'hui des camps de concentration dans l'Union soviétique. Et à ce moment-là, Sartre, Merleau-Ponty, Beauvoir et quelques autres disent peut-être, mais c'est pas vraiment ça le problème. Et il y a une rupture qui se fait à partir de ce moment-là. Et donc c'est la grosse machine du parti, des communistes, de Sartre, des Sartriens qui se met à écraser Camus et nous en sommes encore là. Alors elle se met en place, vous le dites, juste après-guerre, cette machine, mais elle va culminer en 1957, c'est-à-dire au
moment où Camus va recevoir le prix Nobel de littérature. Prix Nobel de littérature à 44 ans, ce qui est absolument incroyable, ça n'est jamais arrivé à cette époque-là. Il prononce son discours de réception du Nobel à Stockholm et il lance cette phrase qui lui sera reprochée toute sa vie et même encore aujourd'hui par certains. Je vais la citer très précisément, cette phrase. « Je crois à la justice, mais je défendrai ma mère avant la justice. » Cette dernière phrase va tuer Camus, mais il ne le sait pas encore. Écrivez-vous Michel Onfray, page 460 de ce livre. Qu'est-ce qu'il faut comprendre exactement ? D'abord, il a beaucoup écrit contre la guerre d'Algérie en disant il faut qu'on s'entende, c'est pas possible, ces deux peuples-là sont faits pour vivre ensemble, donc on évite la guerre, on évite le terrorisme, on évite le sang, on évite les attentats aveugles, les bombes qui sont posées dans des cafés, et Camus veut ça. Sartre, il ne comprend pas vraiment les choses. Jusqu'en 59, il est tout à fait contre le FLN. Puis après, il comprend que c'est bon. Attendez, oublions Sartre 2 secondes, je crois que vous lui avez assez réglé son compte comme ça. Je ne suis absolument pas sartrien, mais enfin, on va s'intéresser à Camus, si vous voulez bien. C'est important de le dire aussi, parce que sur cette histoire-là, ce sont aussi les sartriens qui vont lui casser la figure sur cette phrase-là. Donc, à un moment donné, il dit, de l'occasion qui se présente. C'est ça. À un moment donné, il dit « je ne dis plus rien ». J'ai trop dit sur ce sujet-là, donc je ne dis plus rien. Il vient à Stockholm, il a le prix Nobel, il faut faire des conférences, il faut faire des débats, rencontrer des journalistes, il a des problèmes psychologiques, Camus, il est angoissé, Vous faites d'ailleurs un portrait d'un Camus qui est dépressif à cette époque-là. En 57, il l'écrit quelques semaines avant de recevoir le Nobel, je me demande si je ne vais pas arrêter d'écrire, si je ne vais pas tout arrêter. Oui, oui. Et donc il écrivait toujours ses interventions, il les disait devant les micros. Là, il faut bien improviser. Il improvise, il accepte de rencontrer des étudiants. Un étudiant l'agresse en lui disant « vous ne dites rien, là vous dites beaucoup de choses contre l'Union soviétique, etc. Mais sur la guerre d'Algérie, vous ne dites rien, etc. » Et Camus dit cette phrase, je vais vite parce qu'il y a 2 ou 3 petites phrases avant, mais enfin cette phrase qui est devenue célèbre, il dit effectivement « entre la justice et ma mère, je choisis ma mère ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire entre votre justice qui suppose des bombes pour qu'on la réalise, c'est-à-dire le sang versé, donc l'injustice, et puis ma mère qui vit à Camus, à Alger, et qui pourrait exploser au passage d'une bombe, parce qu'effectivement, elle s'est trouvée de temps en temps dans des endroits où il y avait des bombes qui explosaient. Camus dit « je choisis ma mère », c'est-à-dire je choisis la justice contre l'injustice du terrorisme. Alors évidemment, ça va vite, c'est compliqué à penser, etc. Et il a contre lui Hubert Beuve-Méry, directeur du Monde, commencé une carrière à Vichy, lui, et puis qui est devenu, grâce au général de Gaulle, directeur du Monde. Et il y a le correspondant qui téléphone au Monde en disant « il vient de dire ça ». Et Hubert Beuve-Méry dit cette phrase, il dit « c'est extraordinaire, je savais qu'il dirait une connerie ». Et donc, les rotatives y vont, et on y va, et d'un seul coup, cet homme qui a construit toute son existence sur la défense de la justice passe pour un personnage qui dit « la justice, je m'en fous, je préfère ma mère », c'est-à-dire les pieds noirs, les colons, etc. Simone de Beauvoir en rajoute une couche, écrit dans les mémoires « Ah, on le savait bien, c'est une belle âme, etc. » Mais finalement, c'est la pensée des petits blancs, c'est la pensée des colons, etc. Camus avait dit, il avait cette espèce d'orgueil algérien ou méditerranéen, il avait dit « Je ne dis plus rien ». Il voit qu'il y a une espèce de bruit qui se profile dans le journal, etc. On lui dit « Répondez, dites 2 ou 3 choses », et Camus dit « Non, je ne dis plus rien ». Et il laisse faire le malentendu, et d'un seul coup, il est d'une certaine manière mort. Petite histoire, il faut ajouter que le jeune homme, quand il a su par la suite, qui avait posé cette question, quand il a su par la suite qui était Camus, a lu les œuvres de Camus, a dit « Mais c'est terrible ce que j'ai fait, j'ignorais Camus, ce qu'il avait fait, etc. » Il a voulu le rencontrer, Camus était mort, il est descendu à Lourmarin, il est allé déposer des fleurs sur sa tombe.